Bonjour, docteur Menasri. Bienvenue dans cette session où on abordera les principes fondamentaux du débit cardiaque, les méthodes de mesure hémodynamique. Nous débuterons par les bases physiologiques. Puis, nous détaillerons les paramètres clés, le transport d'oxygène et enfin les techniques de monitoring. Les principes physiologiques fondamentaux. Le débit cardiaque représente le volume sanguin éjecté par le cœur chaque minute. C'est le VES, volume éjecté systolique, que multiplie la fréquence cardiaque. Sa valeur normale chez l'adulte est de 3 à 7 litres par minute. Le débit cardiaque est régulé par la loi d'Ohm hémodynamique, où la différence de pression, delta P, est égale au produit des résistances R et du débit cardiaque. En pratique, cette relation s'applique différemment aux circulations systémiques et pulmonaires. Dans la circulation systémique, le gradient de pression correspond à la pression artérielle moyenne moins la PVC, pression veineuse centrale. Pour la circulation pulmonaire, il s'agit de la PAP moyenne, pression artérielle pulmonaire moyenne, moins la PAPO, pression artérielle pulmonaire d'occlusion. La différence de pression sur les résistances synthétise ces concepts où delta P reflète la précharge, R représente la post-charge, tandis que la contractilité détermine l'efficacité de cette relation. Après, au-delà de la loi d'Ohm, trois éléments, ou bien trois déterminants, régissent le débit cardiaque. Premièrement, la précharge qui correspond au volume de remplissage ventriculaire en fond de diastole. En pratique clinique, nous l'évaluons par la pression veineuse centrale pour le ventricule droit et par la pression artérielle pulmonaire d'occlusion pour le ventricule gauche. Ce concept suit la loi de Starling ou de Frank Starling. Deuxièmement, la post-charge. Elle représente la résistance à l'éjection du ventricule. Pour le ventricule gauche, elle est déterminée par les résistances vasculaires systémiques. Pour le droit, par les résistances vasculaires pulmonaires. Troisièmement, contractilité qui reflète la performance myocardique intrinsèque. Elle est indépendante des conditions de charge. Au repos, le débit cardiaque se répartit selon une distribution physiologique constante. Le cœur utilise 5% de son propre débit, le cerveau est à 15%, les reins 20%, le système digestif et hépatique 20%, les muscles et les tissus adipeux 20%. Pour les paramètres hémodynamiques, on va parler maintenant de chiffres. Dans l'oreillette droite, la pression veineuse centrale oscille normalement entre 2 et 8 mm/Hg. C'est notre indicateur de précharge du VD. Quand le sang passe dans le ventricule droit, la pression monte à entre 15 et 30 mm/Hg pendant la systole, puis redescend à 2 à 8 en diastole. Dans l'artère pulmonaire, on retrouve des valeurs similaires, mais avec une diastole légèrement plus élevée, entre 3 et 12 mm/Hg. Maintenant, le côté gauche, le ventricule gauche. Notre pompe principale génère une pression de 120 mm/Hg en systole. L'aorte suit ce rythme avec des valeurs de 120 systolique est entre 50 et 80 mm/Hg diastolique. Cette différence entre les pressions droite et gauche illustre parfaitement les deux circulations, pulmonaire, dite à basse pression, et systémique. Pour les paramètres calculés, donc, on a la pression artérielle moyenne entre 60 et 110 mm/Hg, le débit cardiaque 3 à 7 litres minute et l'index cardiaque 2,4 à 4,2 litres minute par mètre carré. Il y en a d'autres paramètres. Résistance artérielle périphérique 500 à 1500. Résistance artérielle pulmonaire 50 à 150. Après, il faut dire que conceptuellement, la PVC et la PAPO reflètent respectivement les précharges des ventricules droit et gauche. La PAM et la PAP moyenne
représente les post-charges correspondantes. Le volume systolique indexé est un reflet de la contractilité et de la précharge. Transport et consommation d'oxygène. Donc, parce que la finalité du débit cardiaque n'est pas de faire circuler le sang, mais d'assurer un transport suffisant en oxygène, DO2, delivery, aux organes pour couvrir les besoins métaboliques, VO2. Le couple DO2-VO2 représente donc l'objectif physiologique ultime du système cardiovasculaire. Donc, le transport d'oxygène commence par le contenu artériel en oxygène, CaO2, déterminé par la formule contenu égale 1,34 fois l'hémoglobine fois la SaO2, saturation artérielle en oxygène. Donc, plus il y a une faible fraction d'oxygène dessous qui est de l'ordre de 1 à 2% d'oxygène transporté, et cette valeur est négligeable dans la clinique quotidienne. Puis, le transport total d'oxygène DO2 résulte ensuite du produit du débit cardiaque et du contenu artériel en oxygène. Donc, un apport normal est proche de 900 à 1100 millilitres par minute. La consommation d'oxygène VO2, elle, dépend de la déférence artério-veineuse en oxygène et se situe autour de 200 à 270 millilitres par minute. Pour l'extraction d'oxygène, O2-ER traduit la proportion d'oxygène réellement utilisée par les tissus. Donc, sa formule, c'est SaO2 moins SVO2 divisé par SaO2. Donc, physiologiquement, elle est de 20 à 30%. Donc, après, parlons de SVO2, saturation en oxygène du sang veineux mêlé. C'est un excellent reflet de l'adéquation du débit cardiaque aux besoins tissulaires. Donc, en fait, elle représente une mesure de l'oxygénation globale, ne témoigne en rien de l'état d'oxygénation des différents organes très séparément. Donc, c'est une mesure qui peut se faire de deux manières, soit discontinue par un prélèvement de sang dans l'artère pulmonaire, soit de façon continue par un cathéter à fibre optique lors d'une soignance. Donc, en fait, elle constitue un marqueur intégratif de l'équilibre transport-consommation d'oxygène. Une baisse inférieure à 65% oriente vers un débit cardiaque insuffisant, tel qu'une anémie, une hypoxémie ou une demande métabolique accrue. Une élévation peut traduire une extraction tissulaire diminuée lors de sepsis ou de septic shock, ou bien une consommation basse. L'autre paramètre important, c'est la relation consommation-transport qui suit un comportement biphasique. En conditions normales, la consommation reste indépendante du transport grâce à l'augmentation de l'extraction. Lorsque le transport diminue, devient critique et inférieur à 10 millilitres par minute par kilo, la capacité d'extraction atteint son maximum qui est de 60%. Donc, si le transport d'oxygène continue de diminuer, la consommation devient dépendante du transport. Au-delà, les tissus basculent en métabolisme anaérobie avec production de lactate, des signes d'hypoperfusion et de souffrance cellulaire. Donc, dans la prochaine partie, on verra les principes de mesure de débit cardiaque et les techniques de mesure. Je vous remercie.